On fait quoi aujourd'hui? Un tuto sur les suspensions. À ce propos, fun fact. Tu savais que suspenders, en anglais, ça veut dire porte-jartel, en anglais d'Angleterre, hein, et en anglais des États-Unis, suspenders, ça veut dire bretelles. C'est quand même un truc de dingue, hein. Ouais, mais comment on dit suspension du coup? Hein, suspension. Ah, Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais j'avais pas d'intro, alors je me suis dit, tiens, on va se la jouer un peu culture. Bon voilà, c'est tout. qui se la pète tout le temps. Salut à tous. Le tuto d'aujourd'hui, c'est changer toutes ces suspensions sur ce vélo. Donc on va changer la fourche et l'amorto. Qu'est-ce qui peut te pousser à changer fourche, enfin l'ensemble de tes suspensions, et que t'es pas obligé de faire en même temps, hein. T'es même pas obligé que ce soit la même marque, c'est pas le souci. C'est souvent pour upgrader, hein. Tu veux un système avec du réglage basse vitesse, haute vitesse, ou compression basse et haute vitesse, où tu les sens pas bien, ou tu talonnes trop, ou nanani, ou nanana. Enfin, il y a des manières d'améliorer, mais au bout d'un moment, parfois, tu veux changer. Donc, elle sera faite en 2 temps, hein, cette vidéo. Enfin, en une vidéo. Mais si t'emmerdes de regarder comment changer sa fourche, tu vas directement à comment changer son amorto. Voilà, tu t'embêtes pas. Dans la description, normalement, je mettrai un temps. Fourche. Genre, c'est le début, quoi, vu qu'on va commencer par la fourche. Et tant de minutes. Genre 8h32 secondes, parce qu'on fait des vidéos assez longues. Amorto. Ah. Oh là là, c'est vachement organisé cette fois-ci. Ouais, croire qu'on a un script. Pardon. Donc ici on fait pas le réglage, on parle pas de la qualité de machin, truc de l'amorto, c'est juste les gestes mécaniques pour changer sa fourche et donc éventuellement l'enlever et l'envoyer en réparation ou machin, ça aussi c'est la même chose, et la réinstaller et changer son amorto. Même chose, hein. L'idée c'est pas forcément tu changes tes trucs, c'est juste tu as besoin de les sortir et d'en faire et de les remettre. C'est bon, hein, Que les gestes mécaniques. Que les gestes mécaniques. En l'occurrence, je parlais de upgrade. Ici, il y en a plein qui vont se dire ça ressemble à un downgrade parce que c'est une version un peu moins balèze, un peu moins sophistiquée de cette fourche qui va aller là. Mais c'est pour autre chose, t'inquiète, c'est une fourche qui va aller sur un autre vélo, nanani, nanana. Ah voilà, tu commences pas à me dire il est complètement débile, il a mis moins bien que... Non, il n'est pas du tout complètement débile, il est super intelligent et super gentil, alors on dit pas des méchancetés. Je parle de moi. Ah bon. Ah pas toi alors. La roue. Jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien. En 2, moi j'ai fait mon frein. Regardez tout ensemble. Tu chopes. Tu sais les petits écrous qui vont sur les chambres à air. Ou sur ta valve d'ailleurs. C'est pas tout à fait le même filetage, mais... Tac. Ça coince. Et comme ça tu paumes rien de tes trucs. Surtout... Alors là il n'y a pas le cas, mais des fois on a des freins avec... plein d'entretoises coniques, nanani nanana, avec un certain ordre, notamment chez les SRAM. Si blablabla, t'as pas envie que ça fasse blablabla et de te dire ah merde parce que voilà. Ça c'est peinard. C'est souvent une BTR de 2,5. Et là, tu enlèves tout. Parfois c'est bloqué, parfois c'est pas bloqué. On le met tout de suite. Ok, la fourche elle est quasiment libérée. Tu mets une sangle directe. Je le fais souvent sans sangle, hein. Mais je sais que ça va tomber. Même si des fois je sais que ça peut ne pas tomber. Voilà, le dilemme du mécano. Check, le direction classique. Les vis de potence. Bien de manière alternative. Parce que t'as pas envie que tout l'effort se reporte sur l'autre vis. Tu repères si tu as des entretoises en haut. Je les mets en général avec mon capot. Là, ma petite ruse de coyote. Ça marche avec ta plus grosse clé, hein, mais j'ai encore mieux. J'ai celle-là parce qu'elle a un diamètre encore plus important. Parfois, ça se passe pas aussi bien. Mais là, là j'en profite. Hein. Et du coup mon bazar il est bien posé, mon bazar je parle de ça quoi, c'est pas un truc avec caractère sexuel, et j'ai récupéré la fourche.
Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Là, tu as un dilemme. Soit tu en profites quand tu changes ta fourche pour changer tout ton jeu de direction, on l'a déjà montré dans certaines vidéos, soit tu gardes ton jeu de direction. Si tu gardes ton jeu de direction, il faut récupérer le cône de fourche qui est ici. Tu vas me dire, on pourrait en mettre un neuf. Alors déjà, c'est pas vraiment une pièce d'usure, donc c'est pas très grave hein, de le garder. C'est pas, donc tu peux mettre un vieux, c'est cette pièce-là qui s'appelle le cône de fourche. Tiens, je vais t'en montrer une sortie. Donc voici un cône de fourche Hope. Hein. Donc avec un joint ici, il n'y a pas toujours le joint, mais un joint pour éviter que la flotte ne rentre trop. Et le truc important, c'est qu'on y voit surtout un biseau, un certain angle. Et ça peut être du 45, ça peut être du 35, ça peut être au moins 2 angles différents. D'accord? Tu te doutes bien que si tu mets un nouveau cône de fourche avec un angle de biseau qui ne correspond pas à l'angle de biseau du roulement qu'il y a sur ton vélo, tu vas avoir du jeu tout le temps. Donc c'est pour ça que j'aime bien la récupérer, l'installer. Si tu gardes le même jeu de direction, tu t'évites les problèmes éventuels. Et ça peut être chiant à faire, transférer le cône de fourche. Il y a des marques intelligentes comme ça, ils les ont fait fondus. Il n'y a pas besoin que ce soit bloqué à fond, là. Du coup, quand c'est fondu, ça s'installe bien et ça s'enlève facilement. D'accord? Là, évidemment, c'est pas le cas. Donc, ta deuxième chance, et je l'ai pas, c'est quand il y a une encoche. Là, je l'ai pas. Je vais être dans la configuration dégueulasse. Celle que j'aime pas. Bien sûr qu'ils ont amélioré depuis. La voilà, cette foutue encoche. Quand tu as ton cône de fourche qui est là, pour l'enlever, de glisser ça ici, et de lever. Puis après, tu fais tout le tour et c'est sorti. Donc là, on est dans la situation pourrie. Pourrie. Donc en situation pourrie, quand le cône n'est pas fendu et donc facile à enlever, et quand t'as pas d'encoche comme je viens de montrer, il va falloir réussir à glisser là-dessous quelque chose. Donc déjà, tu essaies d'enlever un max de crasse. Tu cherches un endroit où tu auras un petit peu de prise. Il me semble que c'est ici. J'y vais avec un petit tournevis. Maintenant, quand c'est ton métier et que tu as besoin d'aller un peu vite, il y a des outils comme ça. Je le trouve trop beau. Enfin, trop beau, tu vois, il fait tire-bouchon. On s'en fout. Donc, c'est 2 plaques légèrement biseautées. Ici, que tu vas resserrer. Et qui sont censées attraper ça. Et après, attends, on va faire la démo. Hein. Il faut bien réussir à attraper justement dans la zone de potentielle faiblesse le cône de fourche. Tu serres. Maintenant on visse là-haut. Il prend un peu appui. Voilà, il prend appui. Je resserre. Je prends appui. Je resserre. Tadam! Tadam! Avant d'installer la nouvelle fourche, je te conseille quand même de nettoyer tout le jeu de direction. Si t'en changes, tu dégages tout, tu changes tout, d'accord, mais sinon, voilà, tu veux pas foutre ça tout de suite. Là, tout est opérationnel, hein, les roulements ils sont en bon état, mais tu veux pas le foutre sur ta fourche neuve telle quelle. Donc tu nettoies et tu regresses. Donc je te le redis vite fait l'ordre. Hein. Tu as ton cône de fourche qui va sur ta fourche. Tu as ton roulement du bas qui ira dans la cuvette ici et qui sera posé sur ton cône de fourche. Roulement du haut qui sera en haut, d'où le roulement du haut, quoi, tu vois. Ensuite, tu as forcément une bague fendue qui se présente de manière différente. Soit c'est séparé, soit c'est en un seul bloc. Parfois, il y a des joints, parfois... Mais il me faut une bague fendue, d'accord? C'est elle qui permet de créer la compression et qui ira au-dessus du roulement. Les différentes entretoises. La potence. Entretoise au-dessus ou pas au-dessus. Et la vis de serrage. Tac, on réinstalle en mettant du gras. J'en mets dans la cuvette. C'est pas du gras qui sert au roulement, hein. C'est du gras qui sert à l'étanchéité, à éviter qu'il s'oxyde trop. Donc j'en mets en dessous et au-dessus. Et pour la première fois, on touche à la nouvelle fourche. Je vais réinstaller mon cône de fourche
là-dessus. C'est pas un cône de fourche fendu, comme je vous l'ai dit, il est chiant, il se monte en force. Je sais même pas comment ça s'appelle. Un enfonce cône de fourche. Ok. Ah, ça a plein de vocabulaire en anglais et puis... Tu vas dire, ah pourquoi il tape? Parce que ça fait trop de bruit, ça me gonfle, alors je tape avec le côté émaillé. Et tu regardes qu'elle est parfaitement posée. Et la même chose avec un cône de fourche fendu, avec un joint, tout ce qu'il faut, magnifique, merci Hope. Trop easy. C'est plus simple quand même, hein. Et du coup, pour te l'enlever, c'est voilà, c'est quand même vachement drôlement simple. Maintenant, il va falloir couper ta fourche. C'est la partie où tout le monde stresse un peu. Évidemment, tu as l'option simple, hein. Tu mesures celle-là et tu coupes pareil que celle-là. Ou plutôt l'inverse, tu mesures celle-là et tu coupes celle-là pareil que celle-là. T'as compris? Oui. Effectivement, mais parfois c'est l'installation d'une nouvelle fourche sur un vélo complet et là, t'es pas sûr. Ou éventuellement, tu voudrais que ce soit un peu plus grand pour pouvoir mettre des spacers ou pour pouvoir mettre ta potence un peu plus haute. Ok? Il faut tout réassembler, ton jeu de direction, et ta potence et tout le bazar, dans l'ordre que tu veux. Là, ça n'a plus beaucoup d'importance. Pour le moment, ça n'a pas beaucoup d'importance pour avoir la hauteur dont tu as besoin. Tchac, tchac. Ça viendra ici, ça viendra ici, ça viendra ici. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. J'ai déjà placé le roulement. Il est déjà là, le roulement. Tiens, d'ailleurs, il sort un petit peu. Bague fendu plus épaisseur. Tac. Je garde une main en dessous, hein, à chaque fois. Évidemment, si tu lâches, il y a des chances que ça tombe. Je mets tous mes spacers. Tac. Je mets ma potence. J'ai pas de spacer en plus, mais je pourrais. Donc je pousse bien dans les deux sens pour essayer de gratter un max d'éventuels jeux. Et je bloque ma potence avec un coup de clé. Juste pour avoir la bonne hauteur. Je check, je check, je check. Tu check, tu check, tu check. Tu marques ta potence. Donc moi je fais une petite marque, voilà. Avec le pic. Ça marche, ça marche pas toujours à chaque fois comme ça. Donc on la voit bien, mon repère. Il faut couper 5000 en dessous. 3, 5000, mais il faut couper plus petit. Pourquoi? Parce que ça, à l'intérieur, on va insérer une étoile de direction, on le verra tout à l'heure. Ça permet de tirer sur cette étoile de direction et donc de tirer sur la fourche. Pour régler le jeu de direction, pour qu'il n'y ait pas de jeu, pour que ta fourche ne se balade pas comme ça. Ok? Si tu coupes trop haut, il appuie sur quoi le truc? Il ne peut pas faire remonter la fourche. Le pivot doit être coupé de telle manière qu'elle soit en dessous le dernier élément de tout ton bazar de jeu de direction entre spacer, nanané, nanana et potence. Il doit être en dessous, sinon tu peux pas le faire remonter. C'est bon ou pas? Oui. Ouais. Alors en dessous, pas de 1 cm parce que ça va être 1 cm, tu te doutes bien que tu te retrouves en dessous de la potence ou en dessous du machin, ça voilà, c'est pas génial. Mais entre 3 et 5000, c'est la bonne longueur. Pour couper ton pivot de fourche, alors déjà, je sais pas comme moi, tu enlèves le roulement. Deux manières de le couper, à la scie ou au coupe-tube. Coupe-tube c'est peinard. Tu vois, je peux m'aligner assez facilement sur mon trait. Tu peux faire un tour juste pour voir ce que ça dit. N'oubliez pas que je vais être 5 mm en dessous, hein. Là c'est juste pour montrer. Et tu serres au fur et à mesure, tu tournes dans un sens, dans l'autre. Ça fait une coupure vraiment droite. Il n'y a pas de doute, tu seras vraiment perpendiculaire. Je trouve qu'après il y a plus de taf. Pour poncer, limer. Ouais, parce que ça va écraser les bords ou évaser les bords. Ça fait que, par exemple, la potence elle glisse mal dessus. Donc avantage, inconvénient, à vous de voir. L'autre option, il faut utiliser
guide de coupe. Et je repère, tu le vois là? Ouais, t'en rapproches. Ouais, c'est celui. Tac. Je me mets sur la partie supérieure, comme ça je suis sûr de couper en dessous. Je serre. Une bonne scie à métaux. Parce que la flotte, ça récupère bien les paillettes. Tu veux pas qu'il y ait de paillettes qui traînent dans tes roulements. Ni dans tes plongeurs. Soit tu as un outil type taille-crayon, il va ébavurer l'intérieur et l'extérieur. Question, pourquoi tu tournes ta fourche plutôt que ton petit truc rouge là? Parce que si je fais ça, je suis obligé de le lâcher et que je perds la pression. Alors que là, je garde ma pression constamment. Et là, on a un truc vraiment smooth. Je vais aplanir le haut. Tu peux passer un petit coup d'aspi, tu vérifies bien que tu n'en as pas mis dans les plongeurs. Hein. Regarde, c'est nickel, j'en ai pas. Mais parfois, ça peut tomber ici. Ouais, c'est pas la bonne idée. C'est pas génial, quoi. Là, on est pas mal. Je sais que c'est bien fait quand ça passe sans difficulté. Tant que ça fait pas ça, continue de limer. Il manque un truc à notre fourche. L'étoile. L'étoile ou il y a deux options. Un expandeur. Donc étoile ou expandeur. Comme je disais, sur la route, on utilise beaucoup l'expandeur parce qu'ils ont souvent des pivots en carbone et que ça, ça se plante dans ton carbone. Donc on a peur d'abîmer, on va l'abîmer, bien évidemment. Chaque fois que tu vas tirer, ça se plante dans le carbone et ça arrache de la fibre. Mais je préfère ça quand tu as un pivot pas en carbone. Je préfère ça par rapport à ça. Ça, je le dévisse pour lui faire de l'espace. Il y a un petit joint chez Hope qui est très très bien. Ok. Je le visse et ça écarte mon expandeur. Qui va et c'est ce qui permet que ça reste bloqué à l'intérieur. Pourquoi c'est intéressant de bloquer? Toujours pour la même raison, parce que avec lui, on va pouvoir régler le jeu de direction en tirant la fourche vers le haut. Donc il faut qu'elle ait des appuis, il faut qu'elle la vis, elle tire sur quelque chose. Il y a un deuxième filetage à l'intérieur. Et tu peux tirer dessus. En VTT, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que les impacts, les machins font qu'à un moment ça bouge toujours. Même quand tu serres à balle, ça bouge toujours. Mais c'est propre, alors que ça fait des marques. Ça se plante dans ton... On va le faire tout à l'heure, ça se plante dans ton pivot de fourche. Je vous remontre comment il fonctionne. Ici, l'expandeur, il a deux parties coniques. Ici et ici. Qui sont reliées entre elles. Donc quand tu dévisses, elles s'éloignent et le diamètre général de la pièce diminue. Tu peux l'enfoncer. Et quand tu visses, les deux parties coniques, elles vont appuyer sur les deux bagues ici, ici. Et ça va écarter le diamètre. C'est des bagues fendues. Et ça écarte le diamètre du bazar, qui du coup va se bloquer dans le pivot de fourche. La mise en place d'une étoile, il faut un outil quand même. Un jour, je ferai peut-être une vidéo où je monte entièrement un vélo sans outil spécifique vélo. Et je crois que pour l'étoile, je galérerai un peu. Hein, parce que vraiment, tu vois bien qu'elle rentre pas d'elle-même. Hein. Donc il faut que ça rentre en force et il faut que ça rentre droit. Avec ça, tu le visses. Et il y a une certaine profondeur en plus. Là, c'est guidé.
Et à un moment, ça va changer de bruit, comme tout à l'heure. Ça a changé de bruit. Faut quasiment être musicien hein, pour faire la mécanique. Quasiment. Et du coup, tu peux facilement vérifier qu'il y a environ de 2 cm. 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm en dessous du début du pivot de la fourche. Ben, on réinstalle tout, on a quasiment tout fait. Ouais, c'est fini. C'est fini. Bah, fini. Du coup, je remets mon gras ici. Je remets ça, je remets du gras ici. Tout ça, c'est pour faire de l'étanchéité. C'est pas pour que tes roulements ils tournent mieux. Hein. Pas à l'extérieur. Tac. Par-dessus. Tu te concentres par rapport au passage des durites et des câbles. Tu te retrouves pas avec un truc à l'envers. Check. Mes spacers. Check. Potence. Et on voit bien que le haut de mon pivot de fourche, il est bien en dessous du dernier élément, ici en l'occurrence ma potence, du dernier élément de l'ensemble du jeu de direction. Donc, je vais pouvoir mettre le capot directement. Le capot, ouais, ça doit taper un capot. Et mettre le tout en tension. Pour faire joli, tu peux faire l'effort de mettre les marques d'une certaine manière. C'est toi qui vois. Et on voit petit à petit que ça se resserre. Je vais pas vous donner de niveau de force. Hein. On a déjà vu comment régler un jeu de direction. En gros, tu serres tant que c'est smooth. Et quand il y aura la roue, tu bloques ton frein avant et tu regardes, ça fait touc 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 touc. Ou si tu sens quelque chose. Si tu sens rien, c'est bon. Donc tu serres jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de jeu et que ça tourne encore. Il faut qu'il y ait les deux. Eh ben, on est nickel. On réinstalle le frein. Et ici, on installe donc le petit guide. Le petit guide Durit. On va mettre la roue. Ouais, il manque un mot quand même. Vous voyez la petite ruse qui fait que mon truc a foiré? Tu vois bien que l'étrier et le disque ils vont pas très bien ensemble là. L'adaptateur n'est pas adapté. L'adaptateur est pas adapté. Donc ça c'est une des mauvaises surprises que tu peux avoir quand tu achètes une nouvelle fourche. Alors oui, oui. Mais c'est pas forcément une mauvaise surprise. Là en l'occurrence il suffit d'enlever l'adaptateur. Mais parfois il faut le racheter un adaptateur. Donc ça peut être embêtant. Évidemment les autres points à repérer c'est d'avoir la fourche qui convient avec le moyeu, c'est-à-dire ici, ça c'est du boost en 15 70. Il y a des tas il y a au moins 4 ou 5 options différentes, donc ça faut le vérifier. Le même débattement, ou augmenter le débattement en fonction de ce que vous avez envie, ça peut exister. Et le pivot qui est conique ou droit. D'accord, ça c'est les points à bien vérifier avant d'acheter une nouvelle fourche. C'est ça. On a l'étrier de frein qui est bien posé sur le disque comme il faut. Donc pour le régler, parfois ça marche, tu mets un coup de frein, tu serres, pas à balle. Ça marche pas toujours, mais on n'est pas loin. Et l'autre méthode, je m'aligne comme ça et je me débrouille pour qu'il y ait d'espace de chaque côté. Tac, donc ça je le serre bien pour finir. J'avais laissé un peu de jeu volontairement. Meilleure méthode que j'ai, c'est de le mettre au-dessus et d'aligner mon cintre avec mon arceau. Il existe un truc laser mais je l'ai pas encore. C'est un jouet que j'ai pas encore. Mets-les dans ta liste de Noël. Hop. T'as changé ta fourche? Yeah! Passe à la marteau? Ouais, l'amortisseur. Ouais, la marteau, allez. Partie 2, chapitre 127 et demi. Évidemment, je suis paumé. Changer la marteau. Toujours pour la même raison, ça peut... Pour upgrader. Ici, effectivement, on va légèrement downgrader, mais c'était pour une raison spécifique. Changer le débattement éventuellement, enfin bon voilà. Je trouve que les opérations sont quand même nettement moins complexes, hein. Globalement faut enlever 2 vis et remettre 2 vis. Il y a des trucs à faire entre.
parce que ton amorto, il va se fixer ici et ici, et qu'il y a des adaptateurs, il y a des entretoises qui doivent aller avec spécifiquement la taille de ton cadre. Chaque constructeur choisit l'espacement qui ira autour de ce point-là et de ce point-là. Donc il faut récupérer les petites pièces type entretoise de l'autre pour les mettre ici, voire les changer, mais dans ces cas-là tu mesures très bien. Ici on a un pivot, tu vois, pivot, c'est une grande marque, j'adore cette marque, mais ils ont décidé de faire chier, ils ont mis des points de pivot partout quoi. Regarde, viens voir, regarde. Tu les vois les vis? Bon alors les vis ici qui tiennent l'amorto, elles sont là, ça va, c'est raisonnable. Celles qui tiennent le bas de l'amorto, elles sont planquées dans la biellette, qui elle-même est planquée à l'intérieur des haubans. Donc t'as pas accès. C'est le merdier. Donc il faut, ouais, c'est pas génial quoi. Donc mais il faut enlever une partie de la biellette avant. Et je me rappelle plus, voir peut-être la biellette en entier. Quand t'es pas sûr, tu prends des photos. Hein. Surtout tu prends des photos. C'est autre chose comme ça. Parce qu'à n'importe quel moment, ton amortisseur peut faire tonk. Tomber. Ouais, c'est un classique, le tonk, et tu fais une petite marque sur ton cadre. Il n'est pas pété ton cadre, il se passe pas grand chose. Parfois c'est vissé et contre-vissé de l'autre côté, donc il faut 2 clés. J'ai oublié de le dire, il faut descendre la roue tout de suite, ou sangler la roue à la selle. Pourquoi? Parce que dès que tu vas enlever une des attaches de l'amortisseur, le poids de la roue va faire tonk. Encore un tonk. Et quand tu enlèves ta vis du haut, tu attrapes ton amorto de l'autre main là. Comme ça tu peux le descendre doucement et ça vient se poser en douceur. Et regarde ma ruse à moi, que je fais souvent. Ça se visse côté droit du vélo, hein, côté pédalier. Et c'est la partie haute. J'ai ma ligne moi, gauche-droite. Là. L'établi il est coupé en 2. La fameuse ligne. Voilà. Du coup je le mets à droite en haut. Ça vaut ce que ça vaut. Check. Si vraiment c'est dur, tu peux mettre un coup de décapeur thermique. Hein. Tu vois, on voit le frein filet qui provoquait le bruit et tout ça. Ce qui est une bonne chose, hein, il fallait en mettre. C'est prévu pour. Ok, on a sorti l'amorto. Les entretoises dont je te parle sont celle-ci et celle-ci. D'accord? Elles peuvent être vraiment beaucoup plus grandes. Hein. C'est vraiment un choix de cadre. Choix de cadre du constructeur. Certains cadres, certains constructeurs, ici Niner, tu vois comment il est beau ce Niner. Bon, on parle pas de vélo. On choisit une montre un peu différente sur les amortos, ça a été créé il y a quelques années. Ça s'appelle la montre Trunion. Trunion, tu vois bien que ici on a globalement une espèce d'anneau. Là il n'y a pas d'anneau. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'amortisseur, il n'y a rien. D'accord? Et on voit que les 2 vis, ici, sont vissées directement dans l'amortisseur. C'est prévu pour. C'est comme si on avait 2 filetages ici, et que c'était vissé directement là-dessus. L'intérêt principal, bah, on évite les entretoises, et donc potentiellement... parce que ça, ces entretoises sont des pièces à changer quand même, elles prennent du jeu, c'est pas un truc hyper fiable hein, quand même, donc c'est un truc à changer. Hein? C'est des pièces d'usure. Hein. C'est des pièces d'usure, ouais, clairement. Ouais. C'est des pièces d'usure. Là ici on vise directement dans l'amorto, donc on gagne en rigidité et on gagne en hauteur. Et c'est pratique si tu veux plus de débattement. Parce que sinon ton cadre il doit aller de là à là. Si tu imagines que tu le fais aller à là, d'ici à ici, tu grattes de la hauteur. C'est fort pratique pour les constructeurs. Du coup ça se vise directement. Juste on se concentre, le défaut c'est que si vous commencez à niquer ou partir de travers là-dessus sur votre filetage, c'est un peu ton amorto que tu fumes. Et là tu fumes des bagues, des entretoises, c'est pas très grave. Donc patience quand vous dévissez. Ouais, et dévisser ça va, c'est révisser. C'est révisser. Revisser, faut vraiment le partir hyper bien quoi, jamais de travers. Même pas... Si tu le sens pas, tu t'arrêtes. Faut que ça... Tu sais, tu fais un tour dans l'autre sens, un demi-tour, jusqu'à t'entendre le petit clac, et là, tu le sens, le clac. Donc il va falloir transférer ça
ou le changer éventuellement et le mettre ici. Si tu veux le changer, tu prends très précisément la largeur. Ici j'ai 21,9. Genre très précisément. Tu la prends avec les entretoises. Ouais. En gros, on mesure cette pièce-là. Hein. C'est celle-là qui fait l'extérieur. D'accord? Cette pièce-là. Tu les prends en bas et en haut. C'est pas toujours pareil. Et tu essaies vraiment d'être le plus précis possible parce que c'est souvent des mesures en unité anglo-saxonne. Donc cette dimension extérieure à mesurer précisément. Et la dimension intérieure, faut la prendre. Elle est très importante. Ça correspond à ta vis. Hein. Au diamètre de ta vis. C'est du 6, du 8, du 10. Tu te cours pas. Et donc tu as ces deux données à prendre. La largeur externe, le diamètre de la vis. Et pareil en haut et en bas. Sur des vélos un peu plus anciens, on trouve ce type de bugelure en trottoise là. Elles aussi, je conseille de les changer. Même topo, hein, c'est mesure externe et diamètre. Elles prennent plus de jeu, je trouve, que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les ont changés. Ça se présente sous cette forme-là. Tac, tac. Ça, c'est une bague téflon qui s'insère à l'intérieur. Et tu as les deux bugelures. Touc, touc. On voit comment les enlever? Ok. Ça, c'est chiant à enlever. C'est très très chiant. Une fois que tu en as une d'enlever, c'est facile pour enlever l'autre, mais c'est chiant à enlever. Parce que tu ne veux pas les marquer. D'accord? Quand ça part à la main, change-les. Voilà déjà. À la Knipex, on y arrive. Pas trop mal. L'intérêt de la Knipex, bon déjà tu t'adaptes à n'importe quel diamètre et surtout tu peux pas marquer. Il n'y a pas de cran à l'intérieur. Ouais, exactement. Après, elle est tôt. Mais faut mettre vraiment des morts pour éviter d'abîmer cette partie. Une fois que tu as fait lui, bah, tu peux faire de la même manière à l'extérieur, une fois que tu en as fait un. Sinon tu peux utiliser... Et ça sort au marteau. Petite bague téflon. Celle-ci, hein. Si tu veux la récupérer, même chose. Là, c'est fort pratique comme outil. Il est pile à la bonne taille. Et tu l'extrais en tapant dessus. Pour le réinsérer, tu fais gaffe à pas abîmer. Mais tu peux évidemment le faire avec une presse. Tu peux évidemment le faire facile dans l'étau. Voilà, c'est pas une manœuvre très méchante. Hein. Alors ici, on peut assez facilement enlever les petites entretoises extérieures. C'est du plastique assez fragile, on fait attention quand même. Hein. S'il y a un peu d'espace, t'en profites et t'enlèves l'entretoise extérieure. Sinon, je conseille, je réutilise ça. Et je vais faire sortir tout le rouleau intérieur. J'ai un outil super pointu pour ça. Parce que c'est pile la bonne hauteur de la plupart des amortos. Parce que sinon il faut 3 mains. Bah, tu peux le mettre dans un étau, ouais, ça marche. Et là tu vas en douceur. Tac, j'en ai sorti une. Tac, et on fait très attention. Dans ce système Fox, il y a des petits joints ici. Donc j'en ai un de ce côté-là et je vais en avoir un de l'autre côté. Il doit être quelque part. Par là. Tactique. Et j'ai mes deux pièces qui elles sont insérées. Pareil, si tu veux les changer. Là il va falloir ruser là. Est-ce que tu arrives à voir parce que là je peux pas utiliser un Knipex, hein, c'est du plastique, ça sort. Ah bah oui. Par contre, il y a la petite ligne intérieure, regarde. Tu la vois? Ouais. Et en étant très précautionneux pour pas abîmer le plastique.
Ne surtout pas faire de marque. Avec le tournevis le plus fin possible que tu as, tu vas avec beaucoup de précaution et tu essaies de créer un petit espace. Donc ça c'est clairement chiant à faire. Hein. Allez, je l'ai eu. Et normalement, tu peux le terminer à la main. Ok. Boum, bim, boum, bim, boum. Et donc tu as toutes les pièces ici du système Fox. Pour remonter, alors je vais pas le faire sur celui-là parce que je vais garder celles qui sont déjà en place, hein, je vais pas m'embêter. Tu nettoies. Ça se réinsère à la main, ça. Donc si tu ne fais pas partir de travers, normalement, ça s'enfonce à la main. Ok. Je vais pas le remettre sur lui, je vais pas être débile. Hein. Donc là, tu es en train de réinsérer sur le nouveau amortisseur qu'on est en train de changer. Exactement. Normalement, ça s'enfonce en partie à la main. Il faut toujours avoir son bidon de frein filé à l'atelier. C'est vrai. Essaye d'équilibrer. Bon là, c'est pas le cas du tout, mais tu essaies d'équilibrer que ça sorte pareil de chaque côté. Même si au final, c'est pas tout à fait nickel, ça va se faire au serrage. Donc c'est pas dramatique, mais autant partir sur quelque chose de propre dès le départ. Pas mal là. On récupère. D'abord les joints très fins. Ouais, les petits joints qu'on pose. Hop, hop, hop. Pareil. Hop, hop, hop. On réinstalle. Donc, de l'envers vers l'endroit. Là, tu fais la chose. Ce que tu as terminé en dernier, tu le fais en premier. Tic-tac, donc. Ici, mon amorto s'installe là. Il préconise du frein filet. Pas du 6. On déconne pas trop sur ces pièces là. Hein. Si vous disent de mettre de frein, s'ils vous disent de mettre du frein filet, vous mettez le frein filet. Si vous n'en disent de pas en mettre, vous n'en mettez pas. Et souvent, c'est donné sur les notices constructeurs. Et après, un petit bip de clé dynamo. C'est souvent un. C'est du combien de C'est du newton 13 Nm. C'est souvent donné sur les vis elles-mêmes. Hein. J'aime bien quand ils font ça. Parfois même aussi le sens de serrage. Oui. On essaye d'aligner ça au mieux. Hi, ça a bougé. Une fois que c'est fait, bah, t'as plus qu'à régler à nouveau tes suspensions. On a déjà fait un tuto là-dessus. On en fera probablement un jour en essayant de trouver des trucs nouveaux. Toujours pareil, ça permet d'upgrader, de changer le débattement, d'avoir des pièces de rechange quand tu fais entretenir tes suspensions et que tu veux toujours garder ton vélo avec toi. Voilà, ça a pas mal d'intérêt. Upgrader, ça veut dire principalement pouvoir obtenir plus de réglages. C'est pas toujours une bonne idée, hein. C'est-à-dire que toute fourche, normalement, elle doit avoir... tu peux régler le ressort, quand c'est un ressort à air, ou même quand c'est un coil, parce que tu peux changer le coil. Tu peux régler ta compression et ta détente. Et sur le haut de gamme, tu peux régler ta compression et ta détente en basse et haute vitesse. J'adore faire ça. Je peux m'en passer, en vrai. Je crois que je pourrais rouler aussi avec des suspensions plus simples. Moi, j'aime bien ça. C'est pas forcément une bonne idée. Hein. Il y a plein de gens, ils mettent la pression et ils mettent le rebond. Fin de l'histoire. Des tokens éventuellement, mais voilà.
parfois, moins de réglages, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je me suis bien amusé à le faire, comme un peu d'âme. Hein. On fait que ce qui nous amuse, en fait. À peu près, ouais. Et puis, bah, salut les amigos! Namasté!